Un grand bonjour à tous, bienvenue à ce tout nouveau point marché avec Carmignac, en compagnie de Jemre Demirkazik, spécialiste produits sur les pays émergents chez Carmignac. Pour commencer, donc, nous allons nous attarder quelque temps sur l'évolution des principaux indicateurs économiques ces derniers jours. Alors, Jemre, qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur cette évolution en particulier? Le fait marquant de la semaine, c'était plutôt côté obligataire avec les annonces des banquiers centraux. Tout d'abord, aux États-Unis, on a eu une nouvelle hausse des taux de 75 points de base de la Fed, ce qui était attendu par les marchés, mais c'était quand même significatif parce que la dernière fois qu'on a eu une hausse de 75 points de base en une fois, c'était en 1994. Et le discours très agressif de la Fed a également surpris les marchés, confirmant vraiment sa volonté de lutter contre l'inflation malgré les conséquences négatives que ça peut avoir pour la croissance américaine. En Europe, les taux continuent également d'augmenter. Le fait majeur de la semaine, c'était la hausse inattendue de la Banque centrale suisse qui a remonté ses taux de 50 points de base contre 25 points de base qui étaient attendus, et ce qui a pesé sur l'ensemble des marchés de taux européens en alimentant le mouvement de hausse des taux sur la semaine. Et enfin, l'autre fait marquant de la semaine, c'était la réunion surprise de la BCE mardi dernier. Comme vous le savez, au cours des dernières semaines, on a eu une hausse des taux en Europe qui s'est accompagnée d'un fort écartement de spread des pays périphériques et notamment de l'Italie. Le spread, c'est l'écart de taux entre les taux italiens, en l'occurrence, et les taux allemands. Donc, ça mesure le prime de risque inhérent à l'Italie, à l'émetteur italien. Et donc, cet écartement de spread a vraiment alimenté des craintes liées à la soutenabilité de la dette italienne, rappelant les périodes de la crise de la dette européenne des années 2010, avec un risque de fragmentation entre les pays de la zone Europe. Donc mardi matin, lors de la réunion surprise de la BCE, on a eu une annonce de la création d'un outil anti-fragmentation avec des détails qui vont être donnés lors de la prochaine réunion de la BCE en juillet. Cette annonce a permis vraiment d'apaiser les tensions et donc rassurer les marchés et réduit le spread des pays périphériques, notamment italiens, avec les taux allemands. Maintenant, si on regarde côté crédit, la hausse des taux a continué de provoquer un écartement des marges de crédit, donc les marchés de crédit ont également beaucoup souffert. Et enfin, on a eu aussi une semaine très volatile du côté des matières premières, avec une très forte baisse des prix pétroliers qui sont repliés d'environ 8%. Et c'est pas sur le tableau, mais comme vous avez dû voir sur l'actualité, on a eu une très forte hausse des prix du gaz naturel européen. Donc, pour le reste de la présentation, je vais un peu me focaliser sur les matières premières et voir ce qui s'est passé sur ces marchés. Justement, j'aimerais, c'est le focus de ton donc zoom macroéconomique. Là, ici, justement, donc, la volatilité des prix des matières premières. Je te laisse commenter tes slides de présentation. Comme vous le savez, les matières premières ont connu une année très, très volatile. La guerre russo-ukrainienne a eu d'impact très prononcé sur l'ensemble des marchés financiers, mais c'est surtout en matière énergétique que les secousses les plus violentes ont été ressenties. L'Europe, qui était déjà fragilisée durant l'hiver passé par des réserves de gaz qui étaient insuffisantes, a été frappée de plein fouet par cette invasion, ce qui a rappelé vraiment à la Commission européenne la fragilité énergétique et la dépendance de Moscou pour se procurer des hydrocarbures. En effet, 40% des importations gazières et 30% de la consommation de pétrole européen vient directement de la Russie. La Russie, la Biélorussie, l'Ukraine réunies représentent également une part très importante de la production agricole et la production d'engrais. C'est ce qui explique aussi ce que vous voyez à l'écran, les prix des matières agricoles comme le blé ont également beaucoup monté. Et en plus des matières agricoles, la Russie est également très important dans la production d'un bon nombre de métaux, platinium, palladium, aluminium, nickel, tout ça proviennent beaucoup, la plupart des pays européens et mondiaux s'approvisionnaient de la Russie pour se procurer ces métaux. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, nous avons eu une très forte flambée des prix de matières premières et des métaux
depuis le début de l'année. Mais après cette forte période de hausse, les prix ont un peu baissé en raison des craintes sur la croissance économique mondiale. C'est le cas pour le blé, pour le nickel et d'autres métaux comme le minerai de fer. La seule matière première qui avait pour le moment pas corrigé, c'était le pétrole. Et enfin, la semaine passée, nous avons eu une très forte correction du pétrole. Donc cette correction était liée à deux éléments. Tout d'abord, donc le pétrole a enfin intégré dans le prix ce ralentissement de la croissance économique et en corrigeant un peu. Et deuxième élément qui a impacté la baisse des prix de pétrole sur la semaine, c'était les annonces de Joe Biden. Outre-Atlantique, on a eu Joe Biden qui a envoyé une lettre aux grands producteurs pétroliers américains pour leur dire que l'annonce des profits records était inacceptable et il les a incités fortement à augmenter leur production et leur capacité de production pétrolière. Donc, reste à voir si ça aura un impact, mais sur la semaine, ça a pesé sur le prix du pétrole. L'autre actualité de la semaine était bien sûr sur le prix du gaz naturel. Le prix du gaz s'est apprécié d'environ, le prix du gaz européen s'est apprécié d'environ 50%. C'était également lié à deux faits majeurs. La première, c'était l'explosion de l'usine de liquéfaction américaine, Freeport LNG. Freeport LNG, ça représente 10% des importations de gaz naturel de l'Europe. Donc, il y a eu une explosion et suite aux dernières annonces, on a appris que l'usine va être à l'arrêt pour environ 90 jours. Donc, cette fermeture déstabilise tout le marché du gaz naturel liquéfié déjà sous tension et pénalise l'Europe qui comptait sur le gaz naturel américain pour remplir ses stocks de gaz en prévision de l'hiver. Et le deuxième élément qui a impacté le gaz, les prix du gaz, c'était Gazprom qui a annoncé de réduire de moitié ses exportations vers l'Allemagne via le pipeline Nord Stream 1 qui opère désormais seulement à 40% de sa capacité. Donc, la prise de conscience de cette dépendance vis-à-vis de la Russie et la conséquence sur les prix de matières premières a montré à l'Europe l'urgence d'accélérer la transition énergétique et la nécessité d'accélérer les investissements dans le renouvelable. Et c'est ce que s'apprête à faire maintenant la plupart des pays européens. Alors, passons maintenant justement, j'aimerais au message de la semaine qui est en étroite corrélation avec ton focus macroéconomique, donc lié notamment à la dépendance énergétique justement de l'Europe. Tout à fait. Alors, la phrase que j'ai choisie, c'est « Il aurait fallu endurer une guerre pour que l'Europe prenne conscience de sa dépendance énergétique ». C'est vrai que depuis les accords de Paris qui ont été signés en 2016, nous n'avons pas vu de politique énergétique française ou européenne réellement ambitieuse. Le dernier volet du rapport de la GIEC conclut qu'au rythme actuel, nous devrions avoir épuisé nos quotas de gaz à effet de serre d'ici 2028-2030, ce qui montre vraiment l'échec des politiques énergétiques menées jusque-là. Donc, il y a un vrai décalage entre les annonces, les objectifs et les faits. Et il aurait fallu vraiment avoir enduré cette guerre pour s'alerter sur l'urgence et la nécessité de revoir notre politique énergétique. Aujourd'hui, bien que l'issue et la durée de la guerre en Ukraine est encore incertaine, plusieurs conclusions peuvent être dressées. Tout d'abord, la carte énergétique européenne est en train d'être redessiné et ça va continuer à être redessiné au profit des énergies renouvelables, seule solution qui soit à la fois pérenne, décarbonée et indépendante. Et enfin, la deuxième conclusion qu'on peut tirer, c'est que les ressources énergétiques traditionnelles se raréfient, renforçant donc la nécessité d'innover rapidement pour trouver des substituts et pour accroître l'efficacité énergétique des technologies existantes. Après, passons justement donc, au volet microéconomique. Volet microéconomique qui va concerner donc les énergies renouvelables pour faire une très bonne transition avec ce que tu viens de dire. Exactement. Donc aujourd'hui, au niveau
Au niveau global, le système énergétique repose sur des énergies fossiles à hauteur de 82%. Le renouvelable ne représente aujourd'hui que 2%. Or, pour décarboner le système énergétique d'ici 2050, atteindre nos objectifs zéro carbone, il faut basculer la part du renouvelable aux alentours de 25 à 30%, voire plus. Pour ce faire, la Commission européenne a mis sur pied vraiment très rapidement le plan REPowerEU, avec une série de mesures qui prévoient notamment de réduire rapidement la dépendance à l'égard du combustible russe et accélérer l'investissement dans les énergies renouvelables. Donc, plus concrètement, il y a deux piliers qui sont très importants de ce plan. Le premier, donc, c'est la diversification des ressources énergétiques avec un recours plus important au gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis ou d'autres pays. Et deuxième pilier, c'est l'accélération du développement donc, des énergies renouvelables. La Commission a proposé de faire passer de 40% à 45% l'objectif annuel de l'Union européenne en matière d'énergie renouvelable en augmentant le déploiement des énergies éoliennes et solaires. Si on prend par exemple juste le solaire, le nouveau plan prévoit une mise en service d'ici 2025, donc très rapidement, plus de 320 gigawatts d'énergie solaire photovoltaïque nouvellement installée, soit deux fois plus élevé que le niveau actuel. Et enfin, le plan prévoit aussi une augmentation du recours au biogaz et à l'hydrogène renouvelable, qui sera vraiment essentiel pour remplacer le gaz naturel, le charbon et le pétrole dans les industries qui sont très difficiles à décarboner et également dans les transports. Et donc, il y a un objectif en termes d'hydrogène qui est également très ambitieux, 10 millions de tonnes de production nationale d'hydrogène et 10 millions de tonnes d'importation, ce qui nécessite le développement vraiment d'infrastructures d'hydrogène pour donc produire, stocker et transporter l'hydrogène importé. Entendu. Enfin, donc, on va passer à présent à la minute pédagogique. Minute pédagogique qui est consacrée à la transition énergétique. Donc, je t'écoute, on t'écoute. Tout à fait. Alors, toutes ces annonces et tous ces nouvelles plans ont également d'autres implications. Ce qui est très important de comprendre, c'est que la transition énergétique est par nature très intensive en métaux. Les énergies renouvelables, les véhicules électriques, toutes les technologies à base faible émission carbone sont de gros consommateurs en métaux, que ce soit le cuivre, l'acier, le nickel, l'aluminium, le lithium et plein d'autres. Et donc, la transition énergétique ne peut pas se faire sans matières premières. Et une croissance soutenue des énergies renouvelables est synonyme d'une croissance quasi exponentielle de l'utilisation des métaux et des mines. J'aimerais donner juste quelques chiffres pour illustrer cela. Par exemple, si on prend les véhicules électriques utilisent 5 fois plus de cuivre qu'une voiture classique. À cela, on peut aussi rajouter les stations de recharge et les câbles d'alimentation qui vont représenter une autre source de demande de cuivre. Et donc, la demande de cuivre qui liée juste aux véhicules électriques devrait augmenter de 600 000 tonnes aujourd'hui à 3 000 tonnes d'ici 2030, voire 3 millions de tonnes d'ici 2030 et 6 millions de tonnes d'ici 2040, ce qui est vraiment massif. Maintenant, si on regarde côté de l'éolien, une centrale éolienne onshore nécessite 8 fois plus de métaux qu'une centrale de gaz de même capacité. Une éolienne offshore, une éolienne qui est en mer, nécessite 17 fois plus. Et une centrale solaire photovoltaïque, 9 fois plus de métaux qu'une centrale au gaz de même capacité. Donc, si on prend rien que le cuivre, c'est vraiment le métal de la transition énergétique par essence. Et d'où vient ce cuivre? Ça vient de l'industrie minière, principalement d'Amérique latine, Pérou, Chili et d'Afrique. Soulignons une nouvelle fois notre dépendance vis-à-vis de ces pays émergents et de nos partenaires commerciaux. Donc, le message clé de la semaine et une conclusion très importante aussi à tirer, c'est que ces secteurs le secteur minier qui était historiquement décrié parce que considéré comme peu noble ou très polluant, reviennent sur le devant de la scène comme étant vraiment une pièce essentielle dans la lutte contre le réchauffement climatique. En espérant que le bilan in fine, justement, soit plutôt positif que négatif, justement. Donc, du coup, on va terminer avec les idées d'allocation.
et notamment donc, en mettant en avant 3 fonds de Carmignac qui sont bien entendu distribués sur la plateforme donc Easy Bourse. Donc Carmignac Portfolio Grande Europe, Carmignac Émergent et Carmignac Portfolio Patrimoine Europe. Pour certains d'entre eux, notamment le Carmignac Émergent, ils sont également disponibles justement donc, de notre assurance vie. J'aimerais, l'idée c'est ici de nous mettre en évidence quelques valeurs phares pour chacun de ces fonds. Tout à fait. Donc, comme on a parlé de cette transition énergétique, donc au sein de nos investissements, nous avons, et à travers les fonds qui sont à disposition par Easy Bourse, on a une exposition importante à cette thématique de la transition énergétique. On a des investissements dans des sociétés innovantes qui apportent directement ou indirectement une réponse structurelle aux problématiques climatiques. Par exemple, nous investissons bien entendu dans les sociétés d'énergie renouvelable comme Ørsted, qui est le leader mondial dans l'éolien offshore, ou encore Vestas, qui est le leader mondial dans les pales et turbines éoliennes. Au sein des pays émergents, on est exposé à travers des sociétés comme Sungrow, c'est une société chinoise qui est le leader mondial dans la fabrication des inverters solaires. Et comme on a vu à travers cette présentation, les énergies renouvelables sont une solution bien sûr de long terme pour réduire les émissions, mais ce n'est qu'une partie de la réponse au problème. Si nous voulons vraiment réduire les émissions de manière significative, il faut aussi investir sur toute la chaîne de valeur et sur toute la chaîne de production des industries vertes. Donc pour cela, on investit également dans des sociétés qu'on appelle les facilitateurs des solutions. Pour nous, donc c'est des sociétés notamment industrielles qui permettent à d'autres entreprises de réduire leurs émissions de carbone ou d'améliorer leur efficacité énergétique. Par exemple, on est exposé à des sociétés comme Kingspan, qui offrent des solutions d'isolation thermique, ou alors Schneider Electric, le groupe français qui offre des solutions pour améliorer l'efficience énergétique des bâtiments industriels et commerciaux, et les sociétés comme ST Microelectronics, le groupe franco-italien, qui est le leader des semi-conducteurs de puissance à destination de l'industrie automobile et qui est un des principaux fournisseurs de Tesla. Voilà. Entendu, j'aimerais. Donc ici, vous avez un extrait des fiches valeurs donc, de ces 3 produits. Il vous suffit de mettre justement les libellés dans le moteur de recherche principal et ces fiches valeurs vous apparaîtront de manière à ce que vous puissiez justement directement vous positionner sur ces fonds. Enfin, donc, pour justement donc, entrer maintenant dans la dimension participant, donc on va passer aux questions-réponses. Il y en a donc des questions. Merci énormément à ceux qui les posent. Je vais commencer avec 2 questions de Jérôme. La première, j'aimerais, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, concerne notamment les paramètres donc qui entrent dans les algorithmes de traders. La question qui est posée par Jérôme, c'est combien de paramètres entrent actuellement dans un algorithme de trader? Est-ce que tu saurais répondre à cette question? Je vais tenter de répondre, mais j'ai pas malheureusement la réponse. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. Et puis c'est vrai que dans les systèmes de trading algorithmique, on a aussi beaucoup de paramètres qui sont basés sur des données historiques, et avec qui regardent les corrélations historiques entre les différents instruments, indices de marché. Et c'est vrai que les corrélations ont beaucoup bougé. Et ces changements en fait des paramètres et des comportements des marchés qui sont aberrants et qui ont changé par rapport à ce qu'on pouvait observer dans les années précédentes, ça fait que ces paramètres et ces systèmes de trading algorithmique ont du mal à prévoir et avec fiabilité. Ce sont des modèles qui doivent être revus parce que il y a certains paramètres historiques qui fonctionnent plus, il y a certaines corrélations qui sont plus qui fonctionnent plus comme avant. Donc voilà, mais ça doit être une multitude. Je n'ai malheureusement pas la réponse détaillée du nombre de paramètres qui peuvent rentrer en jeu. Alors, une autre question, j'aimerais sur maintenant le titre Valorec, là aussi, donc je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre, qui nous dit le nouveau patron de Valorec, qui a beaucoup souffert, donc la société, vient de déclarer il n'est pas possible d'être compétitif dans un marché complètement mondialisé en ayant une base de coûts aussi importante en Europe.
Et donc, Jérôme nous dit, qu'en pensez-vous? Donc, il y a une cassure entre la société civile et l'espace industriel. En effet, non, c'est une très bonne question. C'est vrai que la hausse des prix des matières premières et cette inflation entraîne une inflation dans les coûts de production de beaucoup de sociétés industrielles qui ont beaucoup de difficultés et qui doivent impacter donc une baisse de leurs résultats en tenant compte donc de cette inflation qui augmente leurs coûts. En revanche, il y a certains acteurs qui réussissent en fait à transférer ces coûts aux consommateurs en augmentant leur prix. Donc, c'est pour ça, d'où la nécessité de vraiment, nous, chez Carmignac, on se positionne sur des sociétés qui ont ce rapport de force favorable et qui peuvent donc faire passer cette inflation de prix en partie aux consommateurs en augmentant leur prix. C'est ces sociétés-là qui pourront maintenir un niveau de profitabilité plutôt constante et offrir de la valeur pour les investisseurs à long terme. Ce qui m'amène à une dernière question, j'aimerais, qui concerne justement en fait les dominantes sectorielles et géographiques. Donc aujourd'hui, ta présentation a été beaucoup tournée sur les énergies renouvelables, mais c'est quand même un segment de marché qui est relativement vaste. Pour autant, donc, est-ce que structurellement, justement, se dégagent aujourd'hui des dominantes, voilà, donc à la fois sectorielles et donc géographiques dans ce segment de marché? Oui, c'est également une très bonne question. C'est vrai que nous, au sein de nos allocations, on voit que cette thématique prend de plus en plus d'importance. On y alloue vraiment des pourcentages un peu plus importants que par le passé à ces valeurs-là. Et la classification qu'on avait dans le passé des secteurs entre énergie, matériaux, c'est plus trop représentatif. Et par exemple, les énergies renouvelables, si on veut avoir l'expression dans une classification basique sectorielle, on ne les voit pas. Parce qu'une société de renouvelable peut être classée soit dans une société industrielle, soit peut être classée comme dans les services aux collectivités. Donc, il faut vraiment regarder les différentes thématiques que nous avons en portefeuille. C'est vrai que avec ce qui se passe sur les marchés actuellement, ce sont des secteurs ou des thématiques qui vont de plus en plus avoir de l'importance et qui ont vraiment qui méritent leur place au sein des allocations des investisseurs. Entendu, j'aimerais. Bah écoutez, je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui de manière à ne pas faire trop long. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions en amont et pendant, bien entendu, la séance. Et si jamais on n'a pas le temps d'y répondre, on se fera un plaisir justement donc d'y répondre par mail par la suite. Merci énormément à tous et puis je vous donne de nouveau rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci, j'aimerais. Merci énormément pour ton Merci beaucoup, éclairage. Iman. Au Merci revoir, à au revoir. tous. Bonne semaine à tout le monde. Au revoir.